Donc, juste, je vais me présenter très rapidement. Moi, je suis à l'origine, j'étais professeur de sciences naturelles. J'ai été pendant 15 ans, donc je sais un petit peu ce que c'est qu'enseigner les sciences naturelles en collège et en lycée. J'ai ensuite été correspondant dans les muséums d'histoire naturelle de la région Midi-Pyrénées de l'époque, c'est-à-dire Toulouse, Gaillac et Montauban. Puis ensuite, je suis devenu conservateur et directeur du Muséum d'histoire naturelle de Clermont-Ferrand pendant 13 ans. Et j'ai rejoint le Muséum national d'histoire naturelle en 2009. Pardon, je ne parle pas devant le micro, c'est pas bien. Et donc, je me suis occupé des galeries du Jardin des Plantes et j'ai rejoint l'équipe du Musée de l'Homme un an avant son ouverture pour m'occuper du Balcon des Sciences. Donc, qu'est-ce que c'était le... Je vais peut-être plutôt prendre... Il marche? Ça va? Ça marche, oui. Donc, qu'est-ce que c'est que cet espace? Vous l'avez peut-être vu en visitant. Donc, c'est celui qui est situé dans l'ancien pavillon de tête du palais du Trocadéro, qui a été percé en fait pour créer un puits de lumière mettant en valeur la verrière et qui a créé un balcon. L'idée, c'était donc de présenter dans ce balcon ce qu'est ce musée laboratoire, puisque le musée de l'Homme est un musée laboratoire, comme je l'ai dit ce matin, tout comme le Muséum national d'histoire naturelle d'ailleurs. Et l'idée aussi, c'était de présenter un espace d'actualité. Alors l'espace est très contraint parce que un balcon c'est pas très facile en fait de faire une exposition sur un balcon. Heureusement ou malheureusement, quand on est arrivé, alors on était deux à travailler sur ce projet, et quand on est arrivé en fait la scénographie avait déjà été imposée, non pas par un scénographe, mais c'était peut-être une chance, c'était par les architectes qui ont fait la rénovation du bâtiment et qui avaient imaginé en fait une grande table qui faisait le tour du balcon et sur laquelle ils pensaient qu'on pouvait poser comme ça des objets, des ordinateurs, et que ça suffisait pour faire une exposition. Et pour faire ce travail, donc j'ai été accompagné d'Elsa Guéry, qui est muséographe, qui était à mi-temps, puisqu'elle travaillait aussi sur la première exposition temporaire, et moi-même, donc comme commissaire scientifique, à mi-temps aussi. Nous nous sommes fait accompagner d'un comité scientifique réunissant un certain nombre des chercheurs du Musée de l'Homme, et nous avons eu un an pour concevoir cet espace. Donc la première chose qu'on a faite, on a fait les choses à l'envers. En fait, on a commencé par la forme, et puis après on a été chercher sur le fond, le contenu. La forme, parce qu'en fait elle était déjà imposée. Donc on avait cette grande table, c'est le plan des architectes, et puis on a décidé de découper cette table avec des carrés, des rectangles plutôt, en fait, tous les mêmes, et qui pouvaient se soulever avec une plaque qu'on appelle le module cache. Donc il doit y en avoir une trentaine à peu près, et dessous vous avez toutes les arrivées électriques, etc., informatiques. Et l'idée, c'était de concevoir des modules que l'on pourrait poser où l'on veut sur ces différentes ouvertures. Et donc, nous avons imaginé 4 modules. Soit un module panneau texte, tout bête, un module multimédia avec un écran 20 pouces dans lequel nous pourrions mettre donc des vidéos, des dispositifs ludo-éducatifs, un module vitrine avec un cartel numérique intégré, et puis un module vitrine mais sans vitrine avec des objets que l'on pouvait toucher. Voilà, donc vraiment très très simple comme composition, parce que l'idée c'était aussi qu'on puisse renouveler au moins en partie cet espace, puisqu'il y avait un espace d'actualité, et que pour arriver à renouveler dans un musée un espace d'actualité, il faut que cet espace soit très simple d'utilisation. Et donc, puisqu'on nous demandait à la fois de présenter le musée laboratoire et un espace d'actualité, on a coupé en deux le balcon, avec d'un côté un espace musée laboratoire plus permanent et un espace d'actualité, Science en Marche, où nous allions présenter des expos dossiers. Alors, on a commencé à réfléchir maintenant au contenu de la partie musée laboratoire. Comment présenter, comment mettre en scène, en fait, faire une exposition sur l'établissement lui-même. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un musée laboratoire? Comment se fait la recherche quand on est dans un musée? La première chose que j'ai faite, et ça m'a pris à peu près 2 mois au total, c'est de rencontrer
les chercheurs. Bon, moi j'avais fait des études de sciences naturelles, donc la recherche en sciences naturelles, je comprenais à peu près comment ça se passait. Par contre, en sciences humaines, je ne connaissais pas grand-chose, donc c'était intéressant de rencontrer un petit peu tous ces chercheurs, parce qu'il y a un certain nombre de disciplines représentées au Musée de l'Homme et même au Muséum, puisque j'ai pas rencontré que des chercheurs du Musée de l'Homme. Mais évidemment, on pouvait se dire, bah, la recherche en primatologie, ça n'a peut-être rien à voir avec l'ethnomusicologie, ou avec la génétique des populations, ou avec un préhistorien. Et j'ai rencontré aussi des responsables de collection, de la médiation, de l'équipe du Musée de l'Homme, et j'ai dégagé en fait 4 grandes problématiques pour présenter ce musée laboratoire. D'abord, de quoi il parle? Bon, on en a suffisamment parlé, donc c'est la recherche sur l'homme, sur les sociétés, sur leurs évolutions, avec ces approches à la fois biologiques, environnementales, sociétales et culturelles. Les collections. Il y avait les 3 ensembles historiques qui ont été un peu évoqués par André, avec le plus gros morceau qui est parti. Donc voilà, c'est ça. Mais évidemment, les collections sont plus là, mais les chercheurs étaient restés. Donc il y avait 2 nouvelles collections d'ethnologie qui se sont développées. Les nouvelles pratiques de collecte, parce que ce qui est intéressant dans ces musées, ce que j'appelle les musées de collection, c'est-à-dire qui viennent de collecte, c'est pas les musées de beaux-arts, mais c'est les musées d'histoire naturelle, c'est les musées d'archéologie, c'est les musées d'ethnologie, qui sont issus en fait de collecte. Donc avec les nouvelles pratiques de collecte, la redécouverte des anciennes collections avec tous les nouveaux outils technologiques. Les lieux aussi, c'est une thématique importante, c'est que tous nos chercheurs ils partent un peu partout dans le monde, qu'il y avait aussi des sites. Puisque le musée de l'Homme fait partie du muséum, donc il y a les différents sites. Tout ça, comment le présenter. Et ce qui m'intéressait le plus, c'est comment se fait la recherche. Comment ça se passe? Donc, sachant qu'on avait des disciplines très variées, des chercheurs aux origines très variées. Il y avait ceux qui avaient fait pas du tout des sciences entre guillemets dures, mais vraiment des sciences humaines, d'autres qui avaient fait des sciences dures, d'autres qui venaient des sciences dures et qui étaient passés aux sciences humaines, et inversement. Enfin, il y a un petit peu toutes les catégories, des musiciens qui sont devenus ethnomusicologues, etc. Et montrer quand même qu'il y a une cohérence quand même dans la méthodologie de la recherche. Et de tout ça, je suis arrivé à un gros schéma très compliqué, mais que j'ai construit au fur et à mesure, et puis que je complétais, que je changeais avec les différents chercheurs, qui montre que la recherche, elle découle toujours un petit peu du même process. D'abord, c'est des questionnements. C'est la première chose, on se pose des questions en recherche. C'est un travail scientifique qui se fait dans un cadre théorique et que j'ai décomposé en 3 grandes étapes. Une étape de collecte, je vous l'ai déjà dit, qui peut être en solitaire ou en équipe, ce qui est collecté peut être très divers. Une étape d'analyse, on va analyser ces collectes. Alors ça peut faire appel à des outils extrêmement complexes si on est en génétique ou pour dater par exemple des sédiments. Et puis ça peut être tout simplement le chercheur qui ressort ses carnets de notes d'entretien et qui le soir dans l'attente va les retravailler. La problématique quand même qui est apparue, c'est du nombre très important de données que l'on peut avoir et qui sont de plus en plus difficiles à traiter comme ça par le pauvre petit cerveau du chercheur. Et puis la 3e étape, c'est la restitution. La restitution ou diffusion, que ça soit vers les pairs, mais ça c'est dans toutes les universités, vers les étudiants puisque on fait de l'enseignement, mais et c'est la caractéristique d'un musée laboratoire, c'est aussi vers le public, puisque nous avons différents moyens de restituer au public par les expositions, la médiation, enfin tout ce que vous avez pu voir. C'est aussi vers le terrain, puisque maintenant il y a une restitution vers le terrain et vers les tutelles avec les rapports d'activité. Et puis tout ça, ça tourne tout le temps, dans tous les sens, sachant que le travail d'interprétation, lui, il est partout. Il se fait au départ, quand on se pose des questions, il se fait sur le terrain, il se fait pendant les analyses, et il se fait aussi beaucoup pendant la restitution. Et puis les différents moteurs. Bon, vous me direz, c'est très gentil de faire tout ça, mais c'est pas une exposition encore. Donc, le travail suivant, ça a été de restituer ça sous forme d'une présentation, utilisant le format très contraint que l'on avait. Et donc, on est arrivé à cette moitié du balcon qui présente un petit peu toutes les étapes que je sais pas combien de temps, j'ai jusqu'à quelle heure en fait?
10 à 15 minutes. Bon, donc différentes étapes, c'est les différents modules avec les catégories de modules, mais vous pourrez aller voir sur place une autre fois. Donc une introduction, une petite introduction quand même que je vais vous montrer. L'idée c'était de présenter un petit peu toutes les étapes dans un petit dessin animé très court, sans parole, qui restitue un petit peu toutes les étapes que je viens de vous présenter. En prenant comme objet de collecte, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Puis on s'est dit, on va prendre un crâne, parce que, bon, voilà, le crâne, c'est l'homme, d'une certaine manière, ça symbolisait bien. Ça parlait bien du côté aussi biologique, et du coup, on a associé cette collecte d'un crâne avec la collecte d'un objet culturel, donc c'est une perle, et on s'est dit que peut-être que c'était plus simple pour le public de comprendre toutes ces mécanique de collecte et de recherche dans un cas qui est tiré de l'archéologie, puisque c'est une science que bon voilà le grand public peut comprendre un petit peu comment ça se passe. C'est plus simple à présenter que l'ethnologue qui travaille sur le terrain. Donc nous avons réalisé ce petit film, je vais vous le présenter. Référence aux collections. Et donc, c'est de l'ivoire de mammouth. Tu viens ? Voilà, donc petit film qui résume un petit peu toutes les étapes depuis le questionnement donc jusqu'à la présentation au sein du muséum. Ensuite, on présente rapidement les sites. Ensuite, les acteurs. Alors, pour présenter les acteurs, en fait, donc c'est un multimédia où on a décidé de présenter 20 acteurs du Musée de l'Homme qui représentent à la fois toutes les disciplines,
primatologues, généticiens, etc., etc., mais aussi tous ceux qui travaillent au sein du Musée de l'Homme, les techniciens de collection, l'administration, la bibliothèque, la conservatrice de bibliothèque, etc. Pour chaque acteur, vous avez, par exemple, pour chaque discipline, vous avez un petit logo qui permettra de se retrouver un petit peu au fur et à mesure du déplacement dans le balcon des sciences. Vous avez une petite définition très simple de cette discipline que l'on intègre dans un ensemble plus vaste qu'on appelle l'anthropologie au sens large, c'est-à-dire l'étude de l'homme dans toutes ses dimensions, biologiques, culturelles et dans le temps. On peut replacer, si on clique sur où placer l'ethnologie, bon là c'est pour la préhistoire, on le replace dans une sorte de petit schéma qui résume ce que c'est que l'anthropologie, biologique, culturelle, et puis dans le temps, et on replace la discipline sous forme d'une sorte de nuage qui, bon ici pour la préhistoire c'est plutôt le côté culturel et dans les temps anciens. Et puis on a des petites interviews très courtes, 1 minute et demie, avec 3 questions qu'on posait à chaque personne, à chaque acteur. Qui ils sont, qui vous êtes, d'où vous venez, et en quoi vous participez à la vie d'un musée laboratoire. Bon, je vais passer plus vite. Je voulais vous montrer une interview, mais tant pis, on n'a pas le temps. Ensuite, tous ces acteurs, enfin les chercheurs, partent sur le terrain. Donc, vous avez un autre multimédia avec un globe où sont dessinés en jaune toutes les zones tous les terrains sur lesquels vont les chercheurs du Musée de l'Homme. Ensuite, pour chaque terrain, on a regroupé ça par grand ensemble, et puis par thématique de recherche. Et pour chaque thématique de recherche, on précise un petit peu quelles sont les thématiques de recherche, quels sont les chercheurs qui sont impliqués, donc toutes les disciplines qui reviennent, quels sont les partenaires, puisque maintenant sur ces terrains, toutes ces recherches font intervenir des partenaires qui peuvent être soit des universités, d'autres musées et des populations locales. Et puis à chaque fois aussi, un petit film très court qui montre le chercheur sur le terrain. Il n'y a pas de parole. Bon, par exemple, ici, vous avez Shelly Mazy, qui est donc primatologue. Ben voilà. Qu'est-ce que c'est un chercheur sur le terrain qui est en train de collecter des informations, des données. Ici, donc, en train de travailler sur les gorilles. Ensuite, 3 vitrines. Alors, les vitrines sont relativement petites. Bon, elles sont, vous voyez ici, parce que les conditions de conservation sont catastrophiques sur le balcon des sciences, c'est pas climatisé, c'est en pleine lumière, donc il n'était pas question de mettre des collections, mais ça tombe bien, puisque c'est pas des collections qu'on présente, c'est des collectes. Et donc, 3 ensembles, puisque on a résumé ça en fonction de la nature de ces collectes. Et donc ici, vous avez les collectes matérielles qui renseignent sur le biologique et l'environnemental, avec 6 exemples, mais l'exemple en lui-même n'est pas forcément intéressant, c'est pour illustrer un petit peu ce qu'on peut collecter. Bon, ça peut être des restes humains fossiles, ça peut être des crottes, c'est une crotte de gorille parce que ça renseigne sur la génétique, ça renseigne sur les parasites, ça renseigne sur l'alimentation, ça peut être des restes animaux fossiles, ça peut être des plantes consommées par les gorilles ou des plantes qui sont utilisées en médecine traditionnelle ou consommées, ça peut être du matériel pour prélever de la salive par exemple, etc. Ici, ce sont les objets, les collectes matérielles qui renseignent sur le culturel et le social. Alors ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un outil tout à fait contemporain, un hameçon, puisqu'il y a des ethnologues qui travaillent sur la pêche, par exemple en Guyane, ça peut être une calebasse ornée, ça peut être aussi un biface, puisqu'on travaille sur les outils anciens. Et dans cette vitrine-là, il n'y a rien. Il n'y a rien, enfin presque rien. Il y a juste tout autour de la vitrine écrit son, musique, émotion, paroles. Ce sont les collectes immatérielles, puisqu'il y a beaucoup de collectes immatérielles. Et donc, pour les rendre matérielles, eh bien, il faut les enregistrer. Et donc, vous avez, ça peut être des sons, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos. Par exemple, Alain Epelboin a fait beaucoup de vidéos, les films ethnographiques aussi, des carnets de notes. Beaucoup d'ethnologues travaillent tout simplement avec un carnet de notes pour retranscrire leurs entretiens, ou des relevés de terrain en archéologie, puisque vous savez que quand on fait une fouille, en fait, on est en train de détruire complètement le site, et que pour en garder une trace, on va conserver donc ces sites. Bon, voilà l'exemple. Là, ça peut être des photos, et donc un autre exemple ici de carnet d'ethnologue. Enfin, une fois qu'on a collecté, eh bien, on retourne au laboratoire, et là, on va décortiquer ces collectes. Et là, donc, il y a 8 petits dessins animés qui présentent un petit peu des exemples de comment on va étudier ces collectes. Toujours sur le même schéma. Un petit rappel
de la collecte elle-même, le retour au laboratoire du chercheur, son laboratoire, la préparation de la collecte, l'analyse de la collecte et éventuellement les conclusions. Je vais vous montrer deux exemples très différents. Premier exemple, petit film. Sans parole. Référence aux collections du muséum. Donc ça, c'est le premier exemple. Toujours l'idée, hein, c'est d'arriver à faire passer cette idée, le contenu, dans un petit film muet, très court. Deuxième exemple, une autre collecte qui n'a rien à voir, enfin qui est très différente, en ethnomusicologie. Le laboratoire de l'ethnomusicologue. Alors cet exemple il est intéressant parce qu'il vous montre aussi la richesse du musée de l'homme avec ce inséré au sein du muséum avec les échanges qu'il peut avoir. Et en fait, ici, cet ethnomusicologue a travaillé avec Guillaume Lecointre, qui travaille beaucoup sur les phylogénies, et elle a appliqué en fait des méthodes de phylogénie pour les musiques, en les adaptant évidemment, pour arriver à reconstruire des arbres phylogénétiques de musique, en fait, d'une certaine manière. Ensuite, ici, un autre objet à toucher qui montre que les chercheurs analysent leur collecte, certes avec parfois des instruments assez compliqués, mais que le premier instrument, c'est quand même la vision, le toucher. Et donc, c'est un objet à toucher qui est présenté, hein, qui est donc accessible au public avec handicap visuel, avec un fond sonore. Et c'est aussi l'expérimentation. Et c'est un cas d'archéologie expérimentale où, en fait, un chercheur va reconstituer les gestes du passé pour comprendre comment les hommes de la préhistoire pouvaient fabriquer des harpons. Ici, je vous disais, les chercheurs maintenant se retrouvent avec une telle quantité de données qu'ils ne peuvent plus analyser ces données tout seuls et qu'ils ont besoin de l'outil informatique qui va en fait faire des représentations qui vont l'aider dans son interprétation en fait de ces données. Donc j'ai pas le temps. Bon, mais tant pis. Je les passe. Vous avez différents cas d'outils
informatique. Voilà, j'en avais même, bon, tant pis. Et le dernier, c'est par exemple, c'est de nouveau un objet à toucher. C'est une impression 3D en fait de l'endocrine de Cro-Magnon qui vous montre qu'on est passé de l'objet à la numérisation avec les scans qui permettent en fait d'avoir des images informatiques du crâne de Cro-Magnon, et puis de la numérisation, on peut revenir à un objet matériel avec l'impression 3D de l'endocrine, c'est-à-dire de l'empreinte que laisse le cerveau sur la paroi intérieure du crâne, et qui est un outil pour le chercheur pour analyser la forme des lobes, la répartition des vaisseaux sanguins, et c'est aussi, puisque c'est dans le musée, sur le balcon des sciences, aussi un objet de présentation, et la boucle est bouclée, on expose un objet qui est issu des recherches. Et donc ça termine cet aspect-là. De l'autre côté, vous avez une vitrine un peu spéciale parce que pour présenter des collections dans ce qu'on appelle une vitrine coup d'œil, présenter des collections mais dans des conditions de conservation qui sont meilleures puisque en fait c'est quand même relativement protégé. On a mis en place aussi un fauteuil sonore pour pouvoir passer des films un peu plus longs dans des situations plus confortables que sur la table directement. Et nous avons déjà réalisé 4 expositions dossiers sur différents sujets. La première c'était sur les collections, ensuite sur l'analyse automatique des musiques avec les ethnomusicologues. On a fait un dossier sur la préhistoire en Corée et puis le dossier qui est actuellement avec un partenaire qui est l'INRAP sur l'archéologie de la santé. Voilà.